Ferme les yeux un instant. Imagine un monde en feu, un monde en guerre, un monde au bord de l'effondrement. Puis imagine qu'on te dise une seule chose pour te rassurer. Ne t'inquiète pas, un avatar va arriver. Je m'appelle Aang. Et je suis l'avatar. Depuis plus de 20 ans, ce mot revient sans cesse dans notre imaginaire collectif, avatar, comme une promesse de salut, comme si le chaos du monde pouvait être contenu par un seul être exceptionnel. Mais ce que personne ne te dit, c'est que derrière ce mot se cachent deux visions radicalement différentes, deux récits qui ont façonné notre manière de penser, de ressentir et même de croire. Avatar, le dernier maître de l'air, et Avatar de James Cameron, celui des êtres bleus, de Pandora et de Zoé Saldana. Aujourd'hui, on ne va pas seulement comparer deux œuvres cultes, on va démonter le mythe, comprendre pourquoi Avatar nous fascine autant, et surtout pourquoi il nous rassure autant. Avatar n'est pas qu'un mot, ni un simple titre accrocheur, c'est un concept ancestral qui signifie incarnation, intermédiaire, un pont entre deux mondes. Et ce n'est pas un hasard si ce terme est devenu l'un des plus puissants de la pop culture moderne, car il répond à une peur profondément humaine. La peur que le monde soit trop complexe pour nous, trop violent pour être réparé collectivement, et qu'il faille donc un élu, un guide, une figure presque divine pour remettre de l'ordre dans le chaos. C'est exactement ce que propose Avatar, le dernier maître de l'air, une série animée qui, sous ses airs de divertissement pour enfants, cache une réflexion philosophique incroyablement mature sur la responsabilité, le pacifisme et le poids de l'héritage. Et c'est aussi ce que propose Avatar de James Cameron, un film qui, sous une avalanche d'effets spéciaux et de prouesses technologiques, raconte une histoire très ancienne de colonisation, de culpabilité et de rédemption, mais racontée cette fois à travers le prisme du spectacle hollywoodien. Dans Le Dernier Maître de l'air, Aang est présenté comme un enfant joyeux, insouciant, presque naïf. Mais cette légèreté n'est qu'un masque, car très vite la série nous révèle une vérité brutale. Aang n'a pas le droit d'être un enfant, il est l'avatar, le dernier maître de l'air, le seul capable de restaurer l'équilibre entre les nations. Et cette idée est fondamentale, car elle introduit une tension morale permanente. D'accord. Tout le monde peut nous aider maintenant? Peut-on imposer à un enfant la responsabilité du monde entier? La série ne répond jamais clairement. Elle laisse le spectateur grandir avec cette question. Elle nous montre les conséquences psychologiques du destin imposé, la fuite, le déni, la culpabilité, et surtout le refus absolu de tuer, même lorsque le monde l'exige. Et ce choix fait d'Aang un héros profondément différent de ceux que l'on voit habituellement dans la pop culture occidentale, car ici la victoire n'est pas la destruction de l'ennemi, mais la préservation de son humanité, un message puissant, presque subversif, qui pousse le spectateur à croire qu'un monde sans violence est possible, mais qui pose aussi une question dérangeante. Cette vision idéalisée de l'équilibre est-elle réellement applicable à notre réalité? À l'opposé, Avatar de James Cameron plonge le spectateur dans Pandora, un monde luxuriant, vivant, connecté, où chaque arbre, chaque créature, chaque Nasis est lié par une spiritualité organique, presque tangible, et dès les premières minutes, le film nous hypnotise par sa beauté, par son ampleur, par sa promesse d'évasion. Mais derrière cette façade spectaculaire se cache une structure narrative extrêmement classique. Celle de l'étranger qui arrive, apprend les codes d'un peuple, en adopte les valeurs, et finit par devenir son sauveur. Jake Sully est un soldat brisé, physiquement et moralement, et c'est précisément cette faiblesse qui permet au public de s'identifier à lui, car il représente l'homme occidental perdu, coupé de la nature, en quête de sens, et son avatar devient alors une seconde naissance, une renaissance symbolique qui lui permet non seulement de marcher à nouveau, mais aussi de redevenir un héros, et cette transformation, bien que profondément émotive, soulève une question essentielle. Pourquoi faut-il toujours que le salut d'un peuple passe par le regard d'un étranger? Les Nasis, et en particulier Neytiri, incarnés par Zoé Saldana, sont présentés comme des êtres nobles, courageux, spirituellement avancés, mais aussi figés dans une perfection presque irréelle. Une vision idéalisée qui simplifie des cultures complexes pour les rendre immédiatement lisibles et émotionnellement accessibles au public mondial. Et cette simplification, bien qu'efficace narrativement, pose un problème fondamental. Elle transforme une critique du colonialisme en un récit confortable, où la culpabilité est expiée non pas par un changement systémique, mais par l'héroïsme individuel d'un homme prêt à changer de camp. Ce qui relie profondément ces deux avatars, malgré leurs différences esthétiques et philosophiques, c'est leur manière de manipuler notre rapport au pouvoir, car dans les deux cas, le monde est présenté comme trop instable pour être géré collectivement, trop corrompu pour être réparé par des institutions, et seule l'intervention d'un être exceptionnel peut rétablir l'équilibre, une idée séduisante, rassurante, mais aussi dangereuse, car elle déresponsabilise le spectateur, elle lui permet de croire que les grandes crises écologiques,
politique, sociale ne dépendent pas de lui, mais d'un avatar qui finira par apparaître. Le dernier maître de l'air va encore plus loin dans cette logique en présentant l'équilibre comme un idéal presque sacré, un état naturel du monde qui aurait été perturbé par l'ambition humaine, et Aang devient alors le gardien de cet ordre cosmique, un rôle qui le dépasse complètement, et qui fait de lui à la fois un sauveur et une victime, car plus il protège le monde, plus il sacrifie sa propre liberté. Un paradoxe que la série explore avec une maturité rare, montrant que même les héros paient un prix invisible pour leur vertu. Avatar de James Cameron, lui, choisit une voie plus émotionnelle, plus viscérale, en opposant frontalement la brutalité technologique humaine à la pureté organique de Pandora, une opposition manichéenne qui fonctionne à merveille sur le plan visuel et émotionnel, mais qui simplifie des enjeux extrêmement complexes, car elle réduit les conflits à une lutte entre le bien et le mal, entre la nature et la machine, alors que la réalité est souvent bien plus nuancée, et cette simplification est précisément ce qui rend le film si universel, si accessible, mais aussi si critiquable sur le plan idéologique. Avec le temps, ces deux avatars sont devenus bien plus que des œuvres de fiction. Ils sont devenus des références culturelles, des points de comparaison, des mythes modernes qui influencent notre manière de raconter des histoires, de concevoir le héros, et même de penser le monde, et leur succès massif révèle quelque chose de profondément révélateur sur notre époque. Nous avons besoin de croire que le chaos peut être contenu, que le monde a un sens, et qu'il existe quelque part une figure, capable de restaurer l'équilibre, même si cette figure n'existe que dans la fiction.